le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Et j'espère que tout va bien pour toi. Je suis tellement contente de te retrouver dans ce numéro spécial puisqu'aujourd'hui, je reçois une nouvelle fois une invitée sur cet épisode de podcast. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une créatrice comme la dernière fois, mais une personne qui a la même mission que moi, c'est-à-dire aider les créatrices comme toi à vendre leur création en ligne et à vivre de leur passion. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir l'invité du jour. Je te retrouve juste après pour la conclusion et petit indice pour quand même connaître de quoi on va parler. Attention, ça va shooter. Allez, c'est parti et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car mon invité t'a réservé une surprise spécialement pour toi qui écoute le podcast. Hello Jennifer et je suis trop contente de t'accueillir pour ce 14e épisode de Créapi. Alors, j'ai déjà reçu une invitée le mois dernier, Maud, qui est une créatrice et qui nous a parlé de son histoire de créatrice, justement. Mais là, c'est la première fois que je reçois un expert qui va pouvoir nous livrer ses meilleurs conseils. Alors, merci infiniment pour ta présence. Mais alors, déjà, avant que l'on démarre, comment vas-tu, Jennifer ? Mais ça va bien, Marie. Merci beaucoup. Je suis trop contente d'être là et merci beaucoup pour ton invitation. Alors, déjà, je flippe un peu là parce que comme tu as dit que j'étais l'experte, mais bon, je suis sûre que tout va bien se passer. En tout cas, je suis vraiment contente d'être là et de pouvoir discuter avec toi dans cet épisode. Donc, merci à nouveau pour ton invitation. Mais écoute, merci à toi et pas de panique car je suis déjà pas mal tes contenus et je sais que tu vas apporter beaucoup de valeur à mes auditrices. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode car Jennifer vous a réservé une petite surprise pour les personnes qui écoutent le podcast. Donc, on a hâte de voir tout ça. Alors sinon, écoute, je t'ai présenté rapidement sur l'intro du podcast, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur toi avec tes mots. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ce que tu fais dans la vie ? Alors donc moi c'est Jennifer, je suis actuellement, en reconversion professionnelle, pour être photographe ou plus précisément pour être formatrice photo. Donc je fais ça en parallèle de mon job salarié. Alors la photo pour moi, je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite parce que, mon père, est photographe. Quand j'étais enfant, il avait un magasin où il développait ses photos, il avait un studio où il faisait des portraits, il faisait même des reportages mariage et il a travaillé dans le domaine de la photo, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite il y a quelques années. Donc j'ai toujours fait des photos en fait. Donc pendant longtemps, ça a été vraiment les photos classiques, événements, vacances. Immortaliser les événements en photo, pour moi, ça a toujours été vraiment quelque chose de complètement naturel en fait. Je voyais pas, pour moi, c'était pas possible de faire autrement. Même à une époque où la photo était beaucoup moins démocratisée qu'aujourd'hui, où aujourd'hui tout le monde a un smartphone dans la poche. Mais bon, moi j'ai 46 ans, donc quand j'étais petite, c'était pas le cas, quoi. C'était beaucoup moins répandu que maintenant. Mais pour autant, pendant longtemps, disons jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais pas, l'appareil photo greffé à la main comme je l'ai maintenant, où je fais des photos tout le temps, vraiment au quotidien. Et ce qui a fait, c'est pour ça que je suis contente d'être dans ton podcast destiné aux créatrices, parce que ce qui a fait évoluer ma pratique photo, en fait, c'est mon autre passion pour les loisirs créatifs. Principalement les arts du fil, parce que je fais un peu de broderie, du tricot, un peu de couture aussi. Disons tout ce qui touche à la déco en général. Donc j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère et ensuite plus tard c'est quand j'ai eu mon premier appart en fait que j'ai commencé à faire pas mal de petites bricoles, surtout pour la déco. La mode ça m'intéresse moins, mais c'est surtout j'aime bien décorer et créer des choses pour décorer. Donc et ensuite c'est plus tard encore quand j'étais enceinte de mon premier enfant, donc c'était vers 2004, donc ça commence à dater un petit peu. Je vous laisse calculer son âge. Et là, j'ai découvert les blogs créatifs quand j'étais enceinte et j'étais surtout attirée par ceux qui présentaient des belles photos, tout ça, et j'en suis devenue une lectrice assidue
Je me rappelle même encore de blogs dont j'étais fan à l'époque, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Et puis après pas mal d'années, j'ai sauté le pas et j'ai créé le mien de blog. Alors les premières photos de création, c'était quand même très approximatif, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais elles sont toujours visibles, donc s'il y a des curieux, vous pourrez toujours aller voir. Mais en tout cas, clairement, c'est le blog qui m'a vraiment envie de donner envie de photographier mes créations, ma déco, mon jardin. Pendant des années, c'est resté complètement un loisir. Et puis en 2020, je me suis lancée dans une reconversion pro avec l'objectif de développer un business photo et je me suis dit: «Je vais essayer d'expliquer aux gens, tout ce que moi j'ai appris». Et donc j'ai proposé des formations en ligne, enfin une pour le moment et donc tout ça en parallèle de mon job salarié. Mais normalement là, dans le courant de l'année, je passerai à mi-temps, donc ça me permettra de donner un plus d'élan en fait à ce projet pro et que ce soit une vraie deuxième activité, en fait. Donc j'espère que c'était pas trop long cette petite présentation, Mais non, mais écoute, voilà un petit peu, ce que je fais et voilà. mais écoute, mais non, c'est génial. Et en plus, tu es aussi une créatrice, donc ça a encore d'autant plus de sens que tu sois du coup sur ce podcast. Donc pareil, je suis hyper contente que tu puisses être là. Et puis écoute, maintenant, alors je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet Ouais. parce qu'alors moi, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes différents accompagnements, en fait, la question de prendre en photo ses créations et de bien les mettre en avant, du coup, est souvent revenue. Et donc, alors justement, tu es ici aujourd'hui pour donner de nombreuses astuces aux auditrices qui nous écoutent. Mais il y a une question qui revient souvent, alors j'ai envie du coup on commence par celle-là, c'est de savoir s'il y a besoin d'avoir un équipement particulier pour prendre ses créations en photo. En gros, est-ce que je dois utiliser un réflexe ou est-ce que mon smartphone, tu en parlais tout à l'heure, peut suffire? Alors, je vais te faire la réponse de Normand, ça dépend. Ça, tu fais une belle jambe. Non, plus sérieusement, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend déjà du sujet à photographier. Par exemple, une créatrice de papeterie qui va photographier des cartes de vœux en faisant essentiellement, par exemple, des flatlets avec des prises de vue du dessus, le smartphone fera très bien l'affaire. Elle aura à condition quand même qu'elle ait une bonne lumière, mais ça bon, mais sinon, elle obtiendra pas des résultats, meilleurs avec un réflexe, avec un smartphone. Parce que c'est des photos faites à plat, en termes techniques, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, quelqu'un, par exemple, qui fait de la photo culinaire et qui veut avoir des effets de flou dans sa photo pour mettre en valeur les plats, là, ça va être plus difficile à faire avec un smartphone. Alors c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de smartphones qui proposent, ce qu'on appelle le mode portrait, qui permet d'avoir un arrière-plan flou. Je peux peut-être expliquer 2 minutes comment ça fonctionne pour qu'on comprenne bien, en fait, les limites. Alors l'intérêt, parce que ça en a quand même un, mais aussi les Bien limites sûr. de ce mode. Alors en fait, ce mode portrait, ça produit, disons une simulation de flou. C'est-à-dire que le but, c'est de reproduire, d'avoir un arrière-plan flou, comme on pourrait avoir avec un réflexe, mais c'est quelque chose qui est calculé par le téléphone. C'est-à-dire, c'est l'appli du smartphone qui va en fait faire 2 photos. Donc on aura un premier plan flou qui va être détouré par l'algorithme de l'appareil photo et qui va être ensuite superposé à un arrière-plan qui, lui, va être flouté. Alors du coup, il y a 2 limites à ça, en fait. La première, c'est que, on n'aura pas un flou progressif comme on pourrait avoir avec un réflexe. Par exemple, si on photographie avec un réflexe une scène avec plusieurs objets qui sont éloignés, plus ou moins éloignés les uns des autres, on aura un premier objet net, puis il y a le deuxième un peu plus flou, puis le troisième encore un peu plus flou et le fond encore plus flou. Alors qu'avec un smartphone, on n'a pas ça. On a un premier plan net, un arrière-plan flou et il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc la deuxième limite, c'est la qualité du détourage. Donc ça va carrément dépendre du sujet parce que, si par exemple, on peut reprendre l'exemple des cartes postales tout à l'heure, si on a un sujet, rectangulaire, ça va être facile de détourer un rectangle pour après venir le coller sur un arrière-plan flou. Par contre, si on fait un portrait de quelqu'un, qui a, les cheveux tout ébouriffés, là, l'appli du smartphone va avoir beaucoup plus de mal. Donc ça, déjà, ça dépend du smartphone. Donc si les personnes qui nous écoutent, qui veulent tester, c'est amusant d'ailleurs à faire de tester les limites du téléphone pour voir ce qu'il est capable de détourer ou pas. Moi, je m'étais amusée à faire le test avec mon téléphone, pour détourer un petit panier en fil de fer, donc avec un fil de fer avec il y avait des trous en fait c'est un panier en fil de fer avec des trous et le téléphone, il s'était complètement planté. Il n'avait pas réussi, ou un autre truc assez classique à tester, c'est quelqu'un, quand on photographie une personne,
qui a les doigts des mains écartés. Donc, certains smartphones n'arrivent pas à détourer autour des doigts, en fait. Alors mais ça dépend vraiment du matériel. Il n'y a pas de secret. Avec un iPhone dernière génération à 1 500 €, on a des meilleurs résultats qu'avec un smartphone entrée de gamme. Mais j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à tester pour voir un petit peu. Et aussi, un autre truc important, c'est que comme c'est des calculs en fait d'algorithmes, et ben les mises à jour des applis d'appareils photo, elles vont avoir une incidence sur la qualité du résultat obtenu. Donc c'est pour ça c'est intéressant de toujours avoir l'appli de smartphone, l'appli photo du smartphone à jour. Par exemple, moi sur mon téléphone, j'ai des meilleurs résultats sur ces trucs de flou, de mode portrait avec le flou d'arrière-plan maintenant que quand j'ai acheté le téléphone l'année dernière. Donc ça, c'est un truc important à garder en tête aussi parce que c'est vraiment des choses qui dépendent de l'appli, quoi. C'est pas lié au matériel, alors que sur un réflexe, c'est le flou qu'on obtient, c'est vraiment lié à l'optique et c'est des règles optiques qui font qu'on obtient du flou comme ça. Bon, je sais pas si c'était clair mes explications, j'espère que oui. Écoute, donc, pour revenir à ta question de départ, est-ce que, il faut absolument un réflexe ou est-ce qu'un smartphone suffit? Moi, je dirais déjà de commencer avec ce qu'on a. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre en photo avec un smartphone, la gestion de la lumière, la mise en scène, la composition photographique. Et ensuite, une fois qu'on aura appris déjà ça, si on se sent limité, si on voit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec son smartphone, typiquement tout ce qui est gestion du flou, comme je disais à l'instant, alors il sera toujours temps d'investir dans un appareil plus perfectionné. Juste peut-être un détail pour celles qui nous écoutent et qui laissent le réflexe dans le placard depuis qu'elles ont un smartphone, et je sais qu'il y en a tout plein. Alors là, je dirais ça vaut quand même la peine d'apprendre à se servir du réflexe et de ne pas céder à la facilité de dire bon, bah, j'ai un smartphone, il est dans ma poche, c'est plus simple. Parce que là, j'avais une élève justement dans ce cas qui utilisait plus que son smartphone parce que c'était tellement simple. Et en fait, à partir du moment où elle a appris à se servir de son réflexe, qu'elle a vu ce qu'elle pouvait y gagner par rapport à ce qu'elle faisait avec son smartphone, bah depuis, son appareil photo, son réflexe, il est toujours à portée de main dans son atelier et elle s'en sert au quotidien, quoi. Alors bien sûr, il faut apprendre à s'en servir, c'est un peu plus de temps, mais je pense que ça vaut le coup. C'est quand même dommage quand on a du matériel, de le laisser, prendre la poussière dans le placard, quoi. OK. Bah, écoute, alors pour résumer du coup, alors déjà ton «ça dépend» est hyper clair parce qu'il est très précis et justement tu nous as guidés. Donc si je résume, c'est effectivement de commencer avec ce que l'on a déjà. Et aussi, donc pour celles qui ont un smartphone et j'ai adoré ton explication parce que moi, petite parenthèse, je suis aussi fanat de photos, plutôt les photos de voyage. Mais tu vois, du coup, le côté d'avoir la mise à jour de son application, ok, je ne le savais pas, de son application photo du téléphone. Donc, je pense que juste après cet enregistrement, je vais aller mettre à jour mon application appareil photo sur le téléphone. Et donc, j'invite toutes celles qui nous écoutent à le faire. En tout cas, non, vraiment, merci beaucoup. Ça a beaucoup de sens, vraiment, le côté de démarrer avec ce que l'on a. Et aussi de pouvoir ressortir, si on a déjà ce matériel-là, au moins d'aller voir ce que ça fait. Alors c'est sûr, le but non plus, c'est pas que les créatrices deviennent photographes parce qu'elles sont déjà comptables, créatrices de contenu, community manager, et on va dire finalement chacun son métier. Mais c'est vrai que ça peut être bien quand même d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis en plus, justement, si tu avais un élément important à nous conseiller pour la prise de vue des créations, ça serait lequel? Alors moi, je pense que quand on photographie des objets, déjà le premier truc à faire, c'est de trouver, c'est la lumière qui va vraiment être important. Et je dirais la première chose à faire chez soi, c'est d'aller repérer les endroits où on va avoir la meilleure lumière. Quand on débute, je pense qu'il faut vraiment privilégier la lumière naturelle. Alors c'est aussi possible de faire des photos à la lumière artificielle. Bon là, en ce moment, là, on est au printemps, les journées rallongent, il fait beau, donc c'est vrai que c'est plus facile que l'hiver où, des fois, c'est pas évident. Mais, justement, c'est le moment là, en ce moment, d'essayer de privilégier au maximum la lumière naturelle parce que la lumière artificielle, c'est quand même plus compliqué à gérer. Alors une bonne lumière pour photographier des objets, c'est quoi? Pour moi, déjà, ça va être une lumière douce
assez diffuse, donc déjà, pas de soleil direct parce que, un éclairage, avec du soleil direct, ça va être une lumière très dure avec des ombres, et c'est généralement quand vous regardez des photos d'objets dans des livres ou sur des catalogues, il y a très peu d'ombres en fait parce qu'ils utilisent justement, alors après ils utilisent du matériel plus avancé, des diffuseurs et tout, mais l'idée c'est d'avoir une lumière la plus diffuse possible, un éclairage le plus diffus possible et plutôt, un éclairage qui vient du dessus. Toujours pareil pour limiter les ombres, parce que quand on a un éclairage rasant, forcément, ça fait des ombres plus fortes. Alors bien sûr, on peut, si on veut jouer avec les ombres, à ce moment-là, on adapte l'éclairage en conséquence. Mais a priori, plutôt une lumière douce, donc diffuse, et qui vient plutôt du dessus. Alors si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont des verrières ou des vérandas, alors ça, c'est le truc idéal parce que, on va avoir justement de la lumière qui vient de toutes les directions et on va se retrouver avec un éclairage plus uniforme. Alors bon, malheureusement, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir cette chance. Moi, je profite quand je vais chez ma belle-mère, qui a une véranda pour photographier mes trucs, mais sinon chez moi, j'en ai pas, donc on fait avec ce qu'on a. Donc ce que je propose là, j'ai préparé un petit exercice pour les auditrices, c'est de faire justement un petit tour de leur logement et de chercher, disons, 2 ou 3 endroits qui vont bien avec les caractéristiques, que je disais, donc une lumière douce, diffuse et plutôt, qui vient du dessus. Alors par exemple chez moi, souvent je me mets sous le Velux de ma chambre parce que, un Velux ça éclaire par-dessus. Alors comme il est exposé au sud, quand il y a du soleil, je tire un voile devant pour avoir justement cette lumière diffuse que je cherche. Mais quand il y a pas de soleil, c'est parfait, ça me permet alors ça marche que pour les petits objets parce que c'est quand même, c'est pas un très grand Velux, donc ça a quand même l'étendue de la lumière, enfin de l'éclairage au sol, il est quand même pas très grand. Et donc, j'ai préparé en fait un petit workbook pour, vous aider à faire cet exercice. Et donc, j'ai mis dans le workbook un exemple, avec mon Velux et vous montrer les types de photos que je fais à cet endroit, quoi. Donc j'ai préparé alors pour les personnes qui utilisent Canva, j'ai préparé un modèle directement dans Canva. Comme ça, on peut, remplir la fiche et puis insérer directement les photos. Et sinon, il y a une version PDF classique aussi. Donc je vous invite vraiment oui? Et justement, je précise que ça sera disponible, du coup, les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, je te laisse reprendre. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. Alors c'est un exercice qu'il faut faire aussi, ce sera pas forcément les mêmes lieux selon les périodes de l'année. Par exemple, selon si c'est l'été, l'hiver, évidemment la lumière est pas la même, donc c'est un exercice à refaire, aux différentes périodes de l'année. On peut aussi évidemment, quand on a la possibilité, s'installer dehors parce que, dehors c'est un peu comme dans une véranda, on a un éclairage qui vient de toutes les directions. S'installer à l'ombre, comme je disais, pas en plein soleil, pour éviter les ombres très fortes. Mais je pense que pour photographier des objets, la clé, c'est vraiment la lumière. Donc avant de commencer à tout déballer, à s'installer, prendre le temps de regarder ce qu'on a chez soi, qui fait qu'on pourra faire des photos avec une lumière, adéquate. Super. Et vraiment, en plus, tu as pensé à tout. Et oui, c'est vrai que j'avais briefé un petit peu Jennifer sur le fait que j'aimais toujours qu'il y ait des petits passages à l'action dans mes différents épisodes. Et donc, avec le workbook qu'elle vous a préparé. Et du coup, vous allez pouvoir télécharger dessus. Donc, je le rappelle, donc, il sera disponible dans les notes de l'épisode. Et du coup, passer à l'action et pouvoir identifier le meilleur endroit de chez vous pour pouvoir faire des photos. Ok, alors merci beaucoup Jennifer. Et alors là, je voulais qu'on parle un petit peu plus d'Instagram parce que sur ce podcast, on adore quand même parler d'Instagram. Et en fait, il y a un sujet qui revient souvent quand je conseille aux créatrices de montrer leur création sur Instagram. Car on sait que Insta aujourd'hui, c'est un réseau qui est largement visuel et qui donc, il est important donc d'apporter de la qualité à ces visuels et donc à la prise de vue de ces créations. Donc, comme tu le disais, il faut faire attention à la lumière, mais il y a également le sujet de la composition de la photo qui revient. Et alors, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller aux auditrices ? Alors effectivement, la composition en photo, c'est un truc super important. Je dirais, pour moi, c'est presque le truc le plus important en photo en général, hein, pas forcément quand on photographie des objets. Bien sûr, il faut pas que la photo soit floue, tout ça, mais la composition, c'est ça qui va guider l'œil, qui va permettre d'identifier le sujet. Une photo qui est mal composée, on va pas savoir où regarder, on aura un résultat pas très lisible. Alors peut-être pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle, la composition en photo, la définition, c'est l'arrangement intentionnel des éléments dans le cadre de la photo.
J'insiste sur intentionnel parce que c'est vraiment ça veut dire que c'est un arrangement voulu. Ça veut dire qu'on choisit ce qu'on met dedans, le cadre, on choisit ce qu'on ne met pas dedans. Donc ça, c'est important. C'est un arrangement qui est pas fait au hasard. Alors bon, bah, en photo, je sais pas, classique, disons, quand on photographie un paysage, ça va consister à se placer à un endroit précis pour pouvoir intégrer un élément en premier plan, par exemple, une maison, un arbre, je sais pas, de façon à avoir plus de profondeur dans la photo. C'est ça la composition. Et c'est pour ça que c'est intentionnel, quel que soit ce qu'on photographie. Alors quand on photographie des objets ou des créations, la composition, elle va être évidemment intimement liée à la mise en scène et à la façon dont on va installer les objets, forcément. Et moi, si j'ai vraiment un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, et surtout si elles savent pas comment s'y prendre pour installer leur création, s'il faut mettre des accessoires autour ou pas, comment les mettre, etc., c'est vraiment de faire au plus simple. L'objet, un fond bien choisi, on en reparlera un peu après des fonds, un accessoire, 2 maximum. Après, vous pourrez toujours créer des mises en scène plus compliquées quand vous aurez plus l'habitude. Mais pour moi, les mises en scène les plus simples, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, comme tu disais juste avant, chacun son métier. Et c'est un vrai métier que de mettre en scène des objets. Par exemple, pour les livres, les magazines ou les catalogues de déco, il y a un styliste, le styliste photo ou la styliste photo. Souvent, c'est un métier très féminin. C'est la styliste qui fait les mises en scène, qui choisit les accessoires, qui installe les trucs. Et après, il y a le photographe. Le plus souvent, c'est pas la même personne qui après va faire les photos. Donc, photographe et styliste travaillent en tandem, mais chacun son job. Et si je dis ça, c'est pour bien comprendre que c'est normal de pas arriver à le faire quand c'est pas notre métier, en fait. Il n'y a pas de mal à pas arriver à faire des mises en scène aussi sophistiquées que ce qu'on voit dans Marie-Claire Idé. Alors il y en a qui sauront, il y en a pour qui ce sera naturel, qui ont envie de le faire, mais puis ça prend du temps aussi. Quand on est entrepreneur, qu'on est créatrice, comme tu disais, qu'on a tout un tas de casquettes, on n'a pas forcément une demi-heure, enfin une demi-journée plutôt, pour installer des créations. Et en plus, personnellement, par goût, et puis parce que j'ai pas non plus que ça à faire, j'aime bien les mises en scène simples. Donc vraiment pour moi, simplifier, c'est la clé. Et je pense encore plus sur Instagram parce que les photos sont petites, les gens passent vite d'une photo à l'autre. Donc une mise en scène simple avec un fond qui met bien en valeur le sujet. Alors le fond, par contre, ça c'est super important. Un fond mal choisi, ça peut vraiment tout gâcher. Alors on peut utiliser plein de trucs pour des fonds, du tissu, papier peint, des plaques de PVC. Moi, j'utilise parfois des fonds juste les murs de mon séjour parce que c'est des murs, c'est coloris, enfin pas tout à fait blanc, mais enfin donc des trucs neutres qui font très bien l'affaire pour photographier des objets. Après, il existe aussi des fonds dédiés à la photo. Donc moi j'aime bien ceux de la marque Pastry and Travel, que tu connais aussi, je crois. Tout à fait. Donc il existe plein de modèles avec différentes tailles. Donc c'est plutôt des fonds dédiés à la base à la photo culinaire parce que c'est des fonds lavables. Mais moi je m'en sers pour photographier des objets, que ce soit des objets de déco. Ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'il suffit de dérouler le fond, d'installer ses trucs et puis de faire ses photos. Alors, on peut se créer une petite collection de fonds comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes non plus. Je dirais quelques fonds qu'on utilise. On peut réutiliser régulièrement les mêmes sur son feed Instagram. Au contraire, ça va donner un peu une unité au feed. Il n'y a pas besoin d'utiliser un fond différent à chaque fois. D'abord, on va pas se transformer en revendeur de fonds photos. Et puis, ça coûte quand même de l'argent, ça prend de la place. Moi, pour mes photos, j'ai quelques accessoires, quelques fonds et je réutilise régulièrement les mêmes parce que je trouve, ouais, c'est ça apporte une certaine unité au feed et ça c'est plutôt chouette. Oui, et excuse-moi, je me permets de rebondir là-dessus, parce que je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu dis, et ça rejoint complètement ce que je conseille aussi aux personnes que j'accompagne. C'est effectivement sur son feed Instagram pouvoir reprendre cette unité, reprendre cet univers. Donc ça va passer par ses codes couleurs, ça va passer par justement la composition de ses photos qui peuvent être plus ou moins un peu les mêmes, les fonds photos qui peuvent être plus ou moins les mêmes, pour que justement, quand déjà on arrive sur le feed, bah, ça soit harmonieux, mais aussi pour que quand les gens voient dans leur fil d'actualité votre photo, ils savent que c'est vous. Voilà.
Voilà, ils ont pas de doute. Ils savent que c'est bien les photos de Jennifer parce que ils ont l'habitude de voir ce fond, etc. Et la répétition, c'est un élément hyper important aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci en tout cas. C'était pas du tout prévu, mais je vois qu'on partage du coup les mêmes points de vue. Donc je trouve ça assez chouette. Et excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Non, bah, j'avais fini sur ce point, donc bah, j'avais fini là. Donc ok, donc qui peut le plus peut le moins. Voilà, pour résumer, pareil, je suis assez fan, donc super, merci beaucoup. Et alors du coup, maintenant, toujours en parlant d'Instagram, la grande question, est-ce que on pour ou contre le format carré? Alors moi, personnellement, j'essaie toujours autant que possible de poster des formats carrés sur Instagram. Comme ça, c'est moi qui décide, où je coupe. Parce que je supporte pas quand j'ai des photos qui sont pas au format carré, après il va couper, la photo n'importe comment, pour la mettre dans le feed et dessous bah, des fois ça passe, mais des fois c'est raté. Donc autant que possible, je privilégie le format carré. Bon, ça m'arrive de poster des photos au format, horizontal, hein, donc me tape pas si je poste des photos au format horizontal, mais j'essaye au maximum de poster du format carré. Alors le format vertical en photo, c'est plus difficile à gérer quand même, hein, donc enfin en termes de composition et tout, ça peut correspondre à certains types de photos, mais le format carré en photo, c'est assez simple à gérer parce que c'est des compositions symétriques, c'est assez facile en fait ça marche plutôt bien. Alors pour ça, pour photographier au format carré, le mieux, c'est quand même de le faire lors de la prise de vue. C'est-à-dire d'aller chercher dans les réglages de l'appareil photo ou du smartphone, le format carré. Ça permet de soigner la composition dès la prise de vue. Après bien sûr, on peut le faire après en recadrant au format carré, mais des fois, c'est pas évident, d'avoir une composition soignée. C'est plus facile de le faire au moment de la prise de vue. Et puis selon ce qu'on photographie, surtout quand là on parle essentiellement de mise en scène d'objets, donc il va falloir travailler un petit peu, adapter la mise en scène pour avoir une jolie composition carrée. Alors par exemple, quelqu'un qui va photographier un carnet, donc un objet avec un format plutôt vertical, on pourra imaginer placer des accessoires ou des stylos, des crayons tout autour pour créer une composition carrée. C'est vrai que bon, hein, comme on photographie des objets, on est assez maître en fait, de ce qu'on veut faire et de la composition qu'on veut faire, donc autant on passe en privé et bon, moi quand même dans la grande majorité des cas, j'arrive à publier au format carré sans que je me sente brimée en tant que photographe, en fait. Donc ouais, autant moi je conseille de privilégier au maximum le format carré pour après avoir un feed le plus harmonieux possible. Oui, effectivement. Alors, je peux pas te taper dessus parce que tu serais au format, on va dire horizontal, mais c'est vrai que quand on passe en fait, quand on est sur un réflexe par défaut, ça va être plutôt le format horizontal. Donc, si on commence à partir sur le réflexe, ben forcément, c'est ce qui peut derrière sortir. Et si on fait pas une mise en page, si on passe pas sur Canva par exemple et quand on le programme, etc. C'est vrai que le format horizontal sur Instagram est pas forcément Ouais, bien. En fait, ça prend pas assez de place quand les gens découvrent une publication avec un visuel mmh. au format horizontal. Mais c'est pour ça que tu parlais des photos avec un réflexe, il faut vraiment aller, dans les réglages, modifier le format. On peut parce qu'en fait, le format de base du réflexe et c'est pareil pour le smartphone, c'est le format du capteur. Mais après, on peut mettre le format qu'on veut. On peut mettre, Mmh. un format carré, un format panoramique, un format de 3/2 ou 4/3. Donc moi je le fais, hein, de modifier, pourtant bon, je souvent je sais à quoi m'attendre et tout, mais quand je sais que je veux absolument du format carré, je change le format au moment de la prise de vue, que ce soit avec le smartphone ou avec l'appareil photo. Comme ça, au Donc, moins, j'ai une composition qui correspond au format que je veux. et comme tu dis, il vaut mieux le faire à la prise de vue qu'après en Oui. retouche parce que du coup, ça fait passer peut-être sur un logiciel comme Canva ou autre, etc. Donc, ça rajoute peut-être aussi Ouais et de puis on n'a pas la, forcément ce qu'on veut, en fait. C'est surtout oui, ça, parce que bon, moi, par exemple, je retouche systématiquement mes photos. Donc je pourrais très bien dire, je fais mon recadrage après, mais on n'a pas une aussi bonne composition quand on fait sa photo au format, horizontal ou vertical que quand on fait une photo au format carré. Parce que les objets, ils vont pas être disposés de la même façon. Alors souvent,
ça va coller quand même au moment de faire le recadrage, mais des fois non, ça va pas marcher et il va falloir recommencer parce que, il y a un truc qui est coupé sur le bord ou alors les objets sont pas placés correctement. Donc je pense que ça fait gagner du temps de le faire au moment de la prise de vue. Donc voilà, alors pour ceux qui veulent photographier avec les réflexes, n'hésitez pas à aller dans vos paramètres de prise de vue et de bien mettre du coup le format carré. Pareil pour le smartphone, c'est possible aussi, hein, avec, je pense que c'est pareil sur iPhone, Android, c'est avec la petite roue crantée quand vous êtes sur votre appareil photo, vous pouvez choisir du coup de passer en format 1:1 en fait, ou carré du coup. Alors après, juste effectivement, aujourd'hui les conseillers quand même, en tout cas les coachs Instagram, conseillent plutôt d'avoir des visuels au format 4/3, donc c'est un mini portrait on va dire. Et parce que ça prend tout simplement plus de place quand les personnes regardent leur fil d'actualité, des visuels comme ça. Mais effectivement, ça peut être pour les créatrices qui nous écoutent, les garder plutôt sur des contenus de type visuel, si elles veulent parler, faire des citations, si elles veulent faire des infographies, ce genre de choses. Pour tout ce qui est plutôt prise de vue de leurs produits, le format carré, ça sert à rien non plus de partir dans trop de choses compliquées, hein. Autant aller au plus simple du coup. Alors du coup, merci beaucoup pour ce point. Alors, tu nous as déjà donné quand même pas mal de conseils. On va bientôt arriver à la fin. Alors, pas de l'épisode, hein, parce que vous savez qu'il y a un petit jeu à la fin. Mais il me semble que tu voulais aussi donner aux auditrices qui nous écoutent du coup encore d'autres conseils, ou peut-être un dernier conseil pour la route. En fait, ouais, c'était, tout à l'heure, je disais j'invitais vraiment les auditrices à faire au plus simple, sans mise en scène compliquée et du coup, j'avais envie de partager, quelques comptes Insta, qui proposent Oh. justement des mises en scène toutes simples que je trouve, qui pour moi fonctionnent très bien. Alors en tant que fan de Point de Croix, j'adore le blog, l'atelier Cerise et Lin, donc son compte Insta, c'est Nat Cerise. Elle utilise souvent, un drap de lin en arrière-plan, donc ça donne vraiment une belle unité à ses photos et elle fait toujours des mises en scène très simples autour de ses petites créations avec, quelques accessoires, en lien avec le thème de la broderie. Sinon, toujours côté art du fil, en ce moment, il y a énormément de comptes qui proposent qui présentent des petits animaux au crochet. Donc moi, j'adore ces petites mises en scène. Par exemple, il y a Tisane Crochet qui propose des choses très chouettes. Ces photos, elles sont presque toujours sur fond blanc et souvent, elle ajoute une tasse de thé ou de café en plus des petites créations pour rappeler le nom de la marque. Donc c'est plutôt cool et là aussi, c'est assez simple, ça fonctionne super bien. Et pour d'autres conseils, en fait, d'autres inspirations, je viens d'inaugurer justement sur mon blog, une nouvelle rubrique dans laquelle je partage des comptes Insta, dont je trouve les photos inspirantes et là, le premier billet, c'était une sélection de comptes créatifs donc il y a d'art du film et il y a aussi, Chippy Choc Création qui propose c'est un atelier de fleurs séchées qui fait aussi des super photos. Mais je pense qu'elle a un chouette endroit pour photographier ces trucs, donc ça faut reconnaître que ça aide. Un grenier super lumineux, donc et donc je te donnerai aussi le lien, pour les auditrices que ça intéresse, pour aller voir tout ça, donc c'est, faut pas hésiter surtout quand on sait pas trop comment faire, faut vraiment pas hésiter à s'inspirer de ce que font les autres et même à s'exercer en «copiant» entre guillemets des photos. Après, pas forcément pour les diffuser bien sûr, mais ça sert, regarder comment les autres personnes, mettre en scène les objets et essayer noter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et puis essayer de reproduire ça parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on commence, quand on sait pas trop comment mettre en scène et tout donc s'inspirer de ce que font les autres, ça donne des idées et pour mettre en scène et présenter ses propres créations. Écoute, merci beaucoup. Alors, je rappelle, vous aurez donc tous les liens de ton article de blog du coup, mais également aussi des comptes Instagram que tu viens de nous donner. Vous aurez tout donc dans les notes de l'épisode. Écoute, merci beaucoup Jennifer du coup pour tous ces conseils. Alors pour les résumer en grande ligne, premièrement donc tu nous as conseillé déjà de commencer avec ce que l'on a, ou du moins en tout cas de sortir le réflexe du placard si on avait précédemment acheté un réflexe. Ensuite, important donc de choisir une belle lumière et grâce à ça, tu as préparé un workbook du coup aux auditrices qu'elles pourront retrouver du coup dans les notes de l'épisode. Ensuite, quatrièmement, réfléchir à la composition de sa photo, mais ne pas hésiter vraiment à aller au plus simple. Hein. Des fois, il vaut mieux enlever des choses qu'en mettre trop sur la composition de sa photo. Il faut les simplifier. Cinquièmement, tu nous as conseillé donc de passer au format carré. Donc vraiment, n'attendez plus pour aller changer les paramètres de votre smartphone ou de votre réflexe.
Et là, tu viens de nous présenter également aussi qu'il était intéressant d'aller s'inspirer, mais aussi de s'entraîner. Et je trouve que c'est un très très bon exercice de pouvoir s'entraîner même si on ne diffuse pas les photos. Et enfin, septièmement, je me dis, mais si on a envie de passer à la vitesse supérieure ou qu'on a besoin d'être peut-être un petit peu plus pris par la main, peut-être qu'on peut venir te voir, non? C'est quoi ton actualité du moment, du coup, Jennifer? Alors, pour le moment, je propose, une formation en ligne qui est pile dans ce qu'on a discuté là, puisqu'elle concerne, la photographie, des créations, des objets en général. Donc il y a une partie bien sûr consacrée aux bases de la photo, et puis aussi tout un module sur la mise en scène, le choix des accessoires et cetera. Il y a aussi un module qui est consacré au post-traitement, donc c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé parce que, on peut pas parler de tout. Mais c'est vrai que c'est aussi une étape importante pour obtenir un résultat de qualité et notamment des photos lumineuses. Parce que ça aussi sur Instagram, c'est important Mm. d'avoir des photos, lumineuses. Donc là, pour le moment, je propose ça, une formation dédiée à la photo d'objets et de création. Et à moyen terme, je proposerai aussi des formations plus généralistes en photo et pas seulement sur la photo de création. Parce que, pour moi, la photo, c'est pas qu'un outil, qui sert à photographier des créations, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un outil pour apprendre à regarder autour de soi, en fait, à apprécier son quotidien. Et pour moi, les créations, ça fait partie de mon quotidien. Donc c'est pour ça que, les jolis objets, tout ça, c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer par une formation sur ce thème parce que c'est quelque chose qui est pas qu'on trouve pas beaucoup. Mais c'est vrai que mon but, plus généralement, c'est d'apprendre aux gens à maîtriser cet outil qui est la photographie, à se dégager de la technique, en la maîtrisant parce que, il y a quand on sait faire qu'après on n'a plus vraiment besoin de se poser 1 milliard de questions pour, à la fin, pouvoir, utiliser, en fait, cet œil qu'apporte la photographie et apprendre à regarder autour de soi. J'aime bien citer, Bérénice Abbott, qui est une photographe américaine qui est née à la fin du 19e siècle. Elle disait: «La photographie existe pour aider les gens à voir». Et j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve qu'elle s'applique aussi bien à la photographie en tant que témoignage d'une époque, comme pouvait le faire Abbott, comme le font aujourd'hui, je sais pas, les photoreporters, par exemple, mais aussi ça s'applique aussi quand on photographie son quotidien, ses créations, les objets qu'on aime. Parce qu'avec la photo, on prend vraiment le temps de regarder un détail, un reflet, une texture, toutes ces petites choses qui font vraiment la beauté du quotidien et auxquelles on ne prête pas forcément assez attention. Et en fait, la photo, c'est vraiment un outil comme ça. Moi, c'est vrai que souvent, c'est les choses qu'on me dit: «Ah, mais toi, tu as le coup d'œil, tu vois toujours des trucs». Mais en fait, c'est parce que je prends le temps d'avoir ce coup d'œil, en fait. Et donc moi, mon but, au-delà de la photo de création, parce que c'est vrai que c'est aussi une de mes passions, c'est vraiment d'apprendre, aux gens à savoir photographier et à utiliser cet outil, pour mieux voir. Eh bien, hâte de voir du coup ce futur programme. Mais alors sinon, pour revenir à la formation sur la photo pour les créations, je crois que tu as un petit quelque chose pour nous peut-être à nous donner? Oui, je t'ai donné un code promo pour pouvoir bénéficier de la formation un tarif réduit qui est valable, jusqu'à la fin du mois de juin. Alors j'ai oublié de dire qu'aussi, en plus de l'information, c'est tout expliqué de toute façon sur la page, mais il y a un accompagnement, personnalisé parce qu'il y a un serveur Discord, où les gens peuvent partager les photos, poser des questions. Il y a un live mensuel aussi, et puis pour le moment on n'est pas très nombreuses, donc c'est pas du coaching individuel, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Donc si vraiment, si vous êtes perdu et tout, hésitez pas à venir parce que je pense qu'on pourra faire pas mal de trucs ensemble. Super. Et du coup, si les gens ont des questions, alors que ça soit par rapport aux conseils que tu as donnés, s'ils ont eux besoin d'autres conseils ou s'ils ont des questions par rapport à ta formation, où c'est que nous pouvons te retrouver? Essentiellement sur Instagram, donc je poste, à peu près tous les jours. On peut m'écrire en MP ou donc je poste tous les jours. Chaque lundi aussi, je propose un challenge photo avec un nouveau thème à photographier. Donc s'il y a des gens qui ont envie de s'y mettre, pas pour photographier, pas uniquement des créations, mais photographier en général, il y a ce challenge tous les lundis. Et sinon, sur mon compte Insta, en fait, je partage à la fois mes propres photos comme source d'inspiration, puis parce que ça me plaît, et aussi des conseils un peu plus techniques, un peu plus pratiques, sur les règles de photo, des choses,
un peu plus, enfin pour apprendre aussi. Donc c'est un mélange des 2 en fait. Après sinon, à part Instagram, j'ai aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin et dans laquelle je partage à la fois des conseils photos pratiques, aussi bien de l'inspiration et pour la recevoir, il faut juste aller sur mon site pour s'inscrire. Donc je t'ai donné le lien, c'est pareil, il sera dans les notes de l'émission. Oui, il y aura tout ça. Et tiens, juste, je tiens à rebondir sur ton compte Instagram, puisqu'il faut que je te dise, au niveau de tes réels, tu fais vraiment des réels qui sont, je trouve, hyper pertinents. Tu donnes plein de petits conseils photos comme ça, et moi, j'adore les regarder. Je les vois souvent remonter d'ailleurs, donc Oui, c'est bien je dois être parce bien que dans ta cible. ah bah, alors ça, c'est tous les vendredis. C'est Ouais. c'est le vendredi, normalement, il y a un nouveau reel justement, avec des conseils photos. Oui. J'avoue que d'une semaine sur l'autre, je me dis toujours: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter la prochaine fois?» et au final, j'arrive toujours à trouver. Donc pour le moment, je tiens la route avec ce planning du vendredi et Chapeau. c'est super si ça t'aide. C'est vrai que c'est pas toujours facile, pour de trouver des choses, à la fois assez accrocheuses et puis, simples, mais qui permettent quand même aux gens de progresser. Donc et on commence effectivement à avoir pas mal de retours, là-dessus, donc ça c'est chouette. Puis Donc en plus, après, on peut mettre aussi en pratique les commentaires et puis poster des photos. Pas hésiter à me taguer, il y a plein de gens qui font ça, qui font les tests et après me taguent pour que je puisse voir ce qui a été fait et tout et ça c'est chouette. donc voilà, hyper active du coup Jennifer sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Donc son compte c'est jennifer.atelierphoto. Et de toute façon, dans tous les cas, il y aura le lien dans les notes de l'épisode. Vous y trouverez du coup sur ce compte plein de conseils, en plus de tout ce qu'elle a pu nous livrer aujourd'hui. Et voilà, alors on vient d'arriver du coup à la fin de ce riche épisode, parce que vraiment tu nous as donné beaucoup de conseils. Mais avant de le clôturer, c'est de coutume pour les invités de mon podcast qu'ils se confrontent à un petit jeu que j'aime beaucoup, le fameux ceci ou cela, ou alors this or that en anglais pour les personnes qui sont bilingues. Moi, vous l'aurez compris, je le suis pas. Mais en tout cas, bon, le but, c'est que sur différents sujets, je vais te proposer donc 2 options et tu ne devras faire qu'un choix. Et je te propose qu'on fasse ça en 1 minute. Je vais lancer le chronomètre et je vais dérouler les questions. C'est bon pour toi? Oui. Allez, c'est parti. Hawaï ou Alaska? Alaska. Chat ou chien? Chien. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. Disney Plus ou Netflix? Disney+. Livre ou liseuse? Livre. Automne ou printemps? Printemps. Argentique ou numérique? Numérique. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Instagram ou Facebook? Instagram. On a la réponse. Des rayures ou des fleurs? Des fleurs. Photo de portrait ou photo de paysage? Paysage. Lire ou écrire? Lire. Bonne perdante ou mauvaise perdante? Mauvaise perdante. Film ou théâtre? Film. Sel ou poivre? Sel. Radio ou podcast? Podcast. Nager ou bronzer? Nager. Ah, c'est la fin! Pardon, bravo, oui! Heureusement, t'es allé vite parce qu'il me restait presque plus de réponses. T'avais dit, fallait répondre tout de suite. Ah ouais, ça a été très... ça va, j'ai... La sur dernière, moi, comme c'était ça. ni l'un ni l'autre en fait, parce que je nage pas trop et j'aime pas bronzer. Donc, Ah ben voilà, tu vois. Je me suis dit, il y en a bien un où elle va pas arriver à... Et non. Jusqu'ici, c'était le dernier. Bon, écoute, merci en tout cas infiniment, Jennifer, merci pour à ces toi, quelques c'était trop minutes. sympa. C'était Bon, vraiment écoute, chouette. tant mieux si tu as apprécié. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin? Surtout, les gens qui nous écoutent, les auditrices, n'hésitez pas à venir me poser des questions, à venir me discuter en MP sur Instagram. Comme je disais, je cherche toujours des nouvelles idées pour mon reel du vendredi. Donc, c'est vraiment super utile d'avoir vos questions, de savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez pour vos photos. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de papoter avec vous. Et voilà. C'est super, merci beaucoup. Et puis, je vous propose qu'on se quitte là, mais je vous retrouve moi juste après pour la conclusion de l'épisode. Salut! Salut, merci beaucoup Marie.
Voilà, et bien j'espère que tu auras apprécié cet épisode autant que moi et merci d'avoir écouté ce dernier jusqu'au bout. Je te rappelle donc rapidement les 7 conseils que Jennifer nous a partagés durant cet épisode. Donc le premier, c'est de commencer avec ce que tu as, pas besoin d'investir dans le tout dernier smartphone ou réflexe. Cependant, deuxième conseil, si tu as déjà un réflexe qui traîne dans le placard, n'hésite pas du coup à t'entraîner à faire quelques photos avec. Troisièmement, trouve une belle lumière chez toi et pour ça, tu as un workbook que Jennifer a spécialement préparé pour toi. Quatrièmement, opte pour une composition simple pour tes photos plutôt que d'ajouter des éléments et c'est plutôt au contraire d'en enlever. Cinquièmement, privilégie le format carré, notamment pour Instagram et tu peux paramétrer ça tout de suite sur ton smartphone ou ton réflexe. Sixièmement, entraîne-toi à refaire des photos de comptes qui t'inspirent, bien entendu. Il ne faudra pas les repartager, mais en tout cas, voilà, de t'entraîner à refaire des photos de comptes que tu aimes, c'est un très bon exercice. Et septièmement, enfin, pour passer à la vitesse supérieure, et là en fait c'est plutôt mon conseil, mais c'est vrai que je n'insiste pas assez sur ce podcast au niveau de l'importance de mettre en avant ses produits, notamment sur son site web, enfin sa boutique en ligne, et sur des applications comme Instagram ou Pinterest qui sont largement basées sur le visuel. En fait, finalement, comme une photo de paysage qui donne envie de voyager, eh bien en fait c'est pareil avec vos photos, elles doivent donner envie que l'on achète vos produits. Du coup, je pense que d'investir, alors que ce soit du temps pour progresser par soi-même ou de l'argent pour le faire avec un pro, peut être vraiment un plus. Et donc pour ça, je te conseille donc, si tu souhaites investir avec un pro, de rejoindre la formation de Jennifer. Et d'ailleurs, je te rappelle, comme tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et que tu es une auditrice du podcast, que tu as 20% de remise si tu passes par le lien qui se trouvera dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, je te le redis, mais tous les liens et les ressources dont on a parlé dans cet épisode sont donc dans les notes de l'épisode ou les descriptions de l'épisode. Ça dépend la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Il y en a, ils parlent de notes, il y en a, ils parlent de description. Si tu as trouvé cet épisode intéressant, je pense que tu commences à connaître la routine mais que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une toute petite action pour toi, mais je peux t'assurer qu'à chaque fois, quand je vois ça toutes les semaines, ça me fait énormément plaisir. Donc je te remercie par avance. D'ici qu'on se retrouve pour le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode où je serai seule cette fois-ci et je parlerai d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ce podcast, alors j'ai trop hâte. Salut!